Le suspense aura duré 72 heures. Christophe Marie-Joseph Dabiré a été nommé Premier ministre par le président du Faso. L'ancien ministre de la Santé et de l'Enseignement secondaire et supérieur remplace Paul Kaba-Thiéba à la tête du gouvernement burkinabé. Qui est Christophe Dabiré? Quels sont les défis que le nouveau chef du gouvernement doit relever? Comment les politiques et les citoyens burkinabés réagissent à cette nomination? La réponse dans un instant, c'est le seul titre à la une de l'édition unique de ce lundi soir. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. L'annonce officielle a été faite au journal de 13h de la télévision du Burkina. Le président du Faso a nommé Christophe Dabiré au poste de Premier ministre. Écoutons le décret présidentiel lu sur notre plateau par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou. Décret numéro 2019-0004/presse portant nomination du Premier ministre. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète. Article 1. M. Dabiré Christophe Joseph Marie est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 21 janvier 2019, Roch Marc Christian Kaboré. Le Burkina Faso a donc un nouveau Premier ministre depuis la mi-journée. Christophe Dabiré a été choisi par le président du Faso pour succéder à Paul Kaba-Thiéba et former un nouveau gouvernement qui est l'homme en qui le président du Faso a placé sa confiance pour diriger l'action gouvernementale. La réponse dans ce portrait signé Vincent Kendrevego. Christophe Joseph Marie Dabiré, le tout nouveau chef du gouvernement burkinabé. Un peu en retrait ces dernières années, Christophe Dabiré est loin d'être un novice de la scène politique, lui qui a occupé de hautes fonctions nominatives et électives. Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de la Famille, puis ministre de la Santé de 1992 à 1997. De 1997 à 2000, il est ministre des Enseignements secondaires, supérieurs et de la Recherche scientifique. De gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré passe à l'Assemblée nationale comme député de 2000 à 2007. Il préside entre-temps la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale 2002-2007, alors que le président Roch Marc Christian Kaboré était à son premier mandat comme chef du Parlement burkinabé. De l'hémicycle, M. Dabiré dépose ses valises à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où il est chargé du département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de 2007 à 2017. Avant toutes ses fonctions, il a été directeur général des études et des projets, puis directeur général de la coopération au ministère de l'économie et du plan de 88 à 92. Le Premier ministre est titulaire d'un DEA en planification du développement, avec pour option rationalisation des choix des politiques économiques de l'Université des sciences et techniques de Lille en France, titulaire d'un DSS en administration des entreprises et une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Bordeaux, toujours en France. 8 ans ministre, 7 ans député et 10 ans passés à l'UEMOA, voilà la somme d'expérience appelée en rescousse pour faire face aux multiples défis sécuritaires, sociaux et de développement au Burkina Faso. Justement, Christophe Dabiré prend les rênes du gouvernement burkinabé à un moment assez difficile pour le pays. Quels sont les défis que le nouveau Premier ministre doit relever pour permettre au navire Burkina de garder le cap sous les directives du président Roch Marc Christian Kaboré? Je vous invite à suivre l'analyse du directeur général de la RTB, Pascal Thiombiano, lors de notre édition spéciale. Le Burkina Faso a désormais, comme on l'a dit, un Premier ministre, M. Marie-Joseph Christophe Dabiré. Et comme on l'a entendu tout à l'heure dans le portrait, c'est un homme d'expérience qui connaît bien les réalités socio-économiques et politiques
de notre pays. Et ceci, à n'en point douter, sera un avantage déterminant pour la mission qui lui est donc confiée. Monsieur Dabiré a été donc ministre des enseignements secondaires, supérieurs et de la recherche scientifique, ministre de la Santé. Il a été donc, comme on l'a vu, commissaire au niveau de l'UEMOA. Il capitalise plusieurs dizaines d'années à des postes de responsabilité et ceci donne de l'étoffe et de l'envergure aux nouveaux occupants de la primature. Il prend, comme on le sait, les commandes du pays à un moment où le Burkina Faso traverse des moments extrêmement difficiles. Ce qu'on peut dire, premier aspect déterminant, il devra faire face aux questions sécuritaires avec cette situation de violence qui va crescendo dans notre pays depuis maintenant plusieurs années. Le Burkina Faso fait face à de nombreuses attaques, des attaques terroristes aux quatre coins pratiquement du pays. Et la capitale, bien évidemment, n'a pas été épargnée. Et il faut y mettre tout simplement un terme et ramener donc la quiétude aussi bien en interne qu'en externe. En interne, on peut le dire, Madame Douagneau, c'est-à-dire pour les populations elles-mêmes, les populations du Burkina Faso, qui ne savent plus véritablement à quel sein se vouer. Tout le monde vit dans l'angoisse du lendemain. De quoi sera fait demain, personne ne sait. Et on sait également que ceci est intenable pour les Burkinabés des villes et des campagnes. C'est l'ensemble de la productivité, aussi bien au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau donc du commerce, de l'artisanat. C'est tous ces aspects-là qui sont menacés. Un pays qui n'arrive plus à produire, c'est une problématique et les questions sécuritaires nous ramènent à ce niveau. Il faut ramener également la quiétude à l'extérieur de notre pays. Ça paraît paradoxal, mais vous n'ignorez pas que le Burkina Faso a besoin d'investisseurs pour se développer et un climat sécuritaire délétère. Personne ne vient chez vous quand vous êtes dans un climat sécuritaire délétère. Et parlant d'affaires, on peut également parler du PNDS qui est en marche. Et ça aussi, c'est un autre des aspects qui devrait être pris en compte par le nouveau Premier ministre. Et le PNDS, on peut le dire, c'est comme une course de relais. Et le nouveau Premier ministre prend la course à un certain niveau, il lui importe finalement de poursuivre la randonnée pour en faire donc une chevauchée fantastique. Monsieur Dabiré est attendu sur différents terrains. Vous savez que la grogne est perceptible dans la quasi-totalité de l'administration publique. Il devra donc jouer les sapeurs-pompiers pour éteindre les vifs chaudrons aux flammes incandescentes qui caractérisent l'actuel climat social. Et parallèlement, il devra aussi anticiper pour éviter l'ouverture donc de nouveaux fronts, de nouveaux conflits. Donc c'est véritablement un challenge. Et à ce niveau, on peut penser que son style managérial, qui est modéré, comme on le sait, on l'a vu à l'œuvre, ce style managérial pourrait l'aider dans le dialogue avec les partenaires sociaux que sont les syndicats. Faudra-t-il maintenant manier la carotte et le bâton? Est-ce qu'il faudra faire preuve d'empathie ou de fermeté? C'est au pied du mur, en tout cas, que l'on jugera le nouveau promu qui se doit de bâtir la citadelle imprenable que les Burkinabés attendent. Et vous avez parlé donc de réconciliation, c'est une réalité. Sans aucun doute, il est attendu également sur le terrain de la réconciliation nationale. C'est une priorité, car bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que rien de solide ne pourra se construire avec une classe politique totalement divisée. Une classe politique qui se regarde en chien de faïence, comme on le constate. Avec tact et doigté, le nouveau Premier ministre, en tout cas, devra rassurer l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la classe politique, pour amener le plus grand nombre à l'union sacrée. Cette union sacrée, elle est déterminante parce que les contextes socio-économiques et sécuritaires auxquels nous sommes confrontés ne nous permettent pas d'exacerber les fractures qui sont déjà béantes. Voilà, et la nomination du nouveau Premier ministre suscite bien évidemment des réactions dans les quartiers généraux des partis et formations politiques. Comment la majorité présidentielle apprécie-t-elle le choix du nouveau Premier ministre? Écoutons Ludovic Bationo à ce propos. Il est le représentant de la majorité présidentielle. Quand vous me parlez de plusieurs noms qui ont circulé, je pense que ces noms-là ont circulé, mais ce n'est pas ces personnes-là qui sont habilitées à nommer un Premier ministre. Donc, de ce point de vue, pour nous, au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, nous sommes satisfaits du choix de ce Premier ministre et nous sommes prêts à l'accompagner pour la mise en œuvre du programme national de développement économique et social, le PNDS, qui est aujourd'hui le référentiel
de développement pour les 5 années de notre premier mandat. Il y a véritablement des attentes un peu partout. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, la question sécuritaire qui a pris le dessus semble être le premier cheval de bataille auquel il faudra faire face. Et donc, de ce point de vue, il est évident qu'il aura, en collaboration avec le nouveau chef d'état-major des armées et également le ministre de la Défense qui sera nommé, prendra le taureau par les cornes pour essayer d'apporter des solutions. C'est vrai que la question sécuritaire, c'est pas du tout facile, mais je sais que c'est le premier chantier qui l'attend. À noter que le CEFOP a décidé de réagir officiellement à la nomination de Christophe Dabiré comme Premier ministre demain lors de la traditionnelle conférence de presse qu'il organise chaque mardi. Et puis, depuis la démission de Paul Kabatieba vendredi dernier, les Burkinabés attendaient impatiemment de découvrir le nom et le visage de son successeur. Maintenant que ces choses faites, je vous invite à écouter les réactions de quelques citoyens recueillis à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Bon, je ne le connais pas en tant que tel comme ça. Bon, mais pour moi, personnellement, je souhaiterais que vraiment qu'il soit franchement la solution au peuple burkinabé. Parce qu'actuellement, vu ce que nous vivons actuellement là, il n'y a pas un choix à faire. L'essentiel que bon, nous ayons quelqu'un qui nous comprend, qui comprend la situation du pays et qui fasse vraiment, en tout cas, ce que nous souhaitons. Et mettre l'accent sur la sécurité, ce que les agents de la sécurité demandent pour bien faire leur travail, qu'ils soient dotés de ça. Il faut que vraiment ils soient à l'écoute aussi de la population et puis vraiment qu'il sait réellement le besoin qu'il attend pour que lui vraiment il puisse relever le défi. Parce qu'avant de venir aussi, lui-même il a su que voilà, il y a des choses à corriger. Donc on lui souhaite vraiment le courage. Et puis vraiment, il faut qu'on lui laisse le temps de faire vraiment ce qu'il y a à faire et puis ce qu'il doit faire. Je ne le connais pas trop ça, mais au moins, si au moins avec lui, au moins on peut avoir la paix dans le pays, au moins c'est ce qu'on souhaite, quoi. Si le président l'a fait appel, c'est qu'il sent que réellement il peut sauver le Burkina. Puisque à l'heure actuelle là, nul n'est ignorant que la situation ça ne va pas. Et donc c'est des fins stratèges qu'il faut chercher pour pouvoir diriger ce pays. Je ne connais pas trop bien M. Dabiré, mais j'apprécie vraiment la décision. Voilà, bon vent à lui et que Dieu qui le guide. Je connais l'homme à travers ses anciennes fonctions. Mais ce que je pense, je lui souhaite toujours la bienvenue et que le Tout-Puissant lui donne en tout cas les forces nécessaires pour en tout cas accomplir sa nouvelle mission. Il a été mon ministre, je connais un peu. Les mêmes difficultés sont là. Je pense que il sera jugé en fonction de ces difficultés-là et avec les moyens que la nation voudrait mettre à sa disposition. Moi, j'attends qu'il vienne faire le mieux que l'autre là, Paul Kabatieba. Parce que nous, on est en sécurité au Burkina. Il y a beaucoup de problèmes même qui multiplient nuit de jour au Burkina. C'est que nous n'attendons pas là. C'est ça qui existe maintenant. Sinon, si on lui a fait appel, c'est pour qu'il vienne dresser la barre. Si c'est qu'il ne peut pas, ce n'est pas la peine qu'il vienne nous retarder. On a dit qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont déposés, qu'on attend le premier, mais je ne savais pas que le premier ministre est déjà arrivé. Donc nous, on va prier Dieu pour que le pays là, ça n'a qu'à aller avant quoi. Pour l'accompagner immédiatement, puisque le pays effectivement traverse une crise très profonde, il doit aussi mettre l'accent sur la justice. Ok, ça c'est un. Secondo, d'abord pour commencer au niveau de la base réelle, les services. Vous savez, il y a un problème dont tous les Burkinabés savent, on n'en parle pas. Notamment, depuis que nous sommes passés effectivement au niveau des services de 7h à 14h, ça ne travaille pas dans ce pays. Je pense que ça appartient à tout Burkinabé de le soutenir pour pouvoir relever les défis. Sinon, dire que c'est l'homme de la situation, présentement, je ne vois pas qui on peut soulever le doigt pour dire que c'est l'homme de la situation. Mais avec nos prières et puis nos soutiens, je pense qu'il y a des défis que nous pourrons relever ensemble.
Voilà pour ces réactions et sachez que tout à l'heure après ce journal, vous pourrez suivre une émission spéciale sur les réactions à chaud de la nomination de Christophe Dabiré au poste de Premier ministre. Cette émission que je vais animer permettra donc aux éditorialistes de la presse nationale de réagir à chaud. Nous aurons également des représentants de partis politiques pour commenter la nomination du nouveau Premier ministre. Tout autre chose à présent et nous parlons du procès du putsch manqué de septembre 2015. Ce matin, l'adjudant-chef-major Éloi Badiel et l'adjudant Florent Jean Nillon étaient à la barre, entendus pour la deuxième fois depuis le début de cette audience. Les deux sous-officiers supérieurs ont fourni des détails sur la planification et l'exécution du putsch de septembre 2015. Ils ont chargé le général Gilbert Diendéré qu'il présente comme l'instigateur du putsch. Des détails avec Zoubaviel David Dabigué et Draman Guéné. C'est l'adjudant-chef-major Éloi Badiel qui ouvre le bal des interrogatoires complémentaires. Le commandant adjoint du groupement des unités spéciales de l'ex-RSP maintient ses déclarations faites lors de son premier interrogatoire. Il réaffirme avec force: c'est le général Gilbert Diendéré qui a commandité le coup d'État. Je n'ai servi que d'intermédiaire pour donner des ordres. Le général Diendéré nous a instruits par l'intermédiaire de Koussoubé d'arrêter les autorités de la transition. Il bat ainsi en brèche la version du général. Celui-ci soutenait s'être ravisé à assumer le coup d'État perpétré par des sous-officiers. Le major Badiel se dit très peiné d'entendre des chefs militaires qui refusent de s'assumer. Ces dénonciations touchent aussi le capitaine Abdoulaye Dao, son chef direct. Le capitaine était en mission à Bobo-Dioulasso le jour du coup d'État. Après l'action vers 18h, il m'a joint au téléphone m'intimant de prendre des dispositions pour arrêter l'émetteur de RFI et par la suite celui de Omega FM, précise le major Badiel. Quant au sergent-chef Roger Koussoubé, le major maintient qu'il a été le porteur du message du général l'intimant de faire le coup d'État. Mais à sa grande surprise, au passage à l'action, Roger Koussoubé dit le Touareg s'est dérobé. Il a refusé d'exécuter les ordres qu'on lui donnait. Koussoubé a joué un jeu qui nous a tous amenés ici. Mais pratiquement, il n'a rien fait. Il n'a posé aucun acte. Au contraire, il nous a mis dans des problèmes et fut nous laisser, a déploré le major Badiel. À sa suite, l'adjudant Jean-Florent Nyon qualifie son deuxième passage à la barre de grâce qui lui est accordée pour rectifier les choses. Dans une haute et intelligible voix, il déclare: je m'inscris totalement en faux contre les propos du général Diendéré. Moi, ça me fait très mal. Il soutient avoir écrit au général pour confirmer les propos du Touareg quand il a apporté le message du coup d'État. Par rapport justement à ce message, l'adjudant Nyon fait la révélation suivante. Un jour à la Maca, le général m'a accosté pour me demander si le téléphone avec lequel je lui avais écrit a été saisi. J'ai répondu par la négative. Il a dit: ah, Dieu merci, le mien non plus n'a été retrouvé. Par la suite, il m'a dit de le couvrir et lui à son tour, il va plaider pour qu'on nous libère. Mais pourquoi aujourd'hui il ne s'assume pas, se demande le sous-officier. Sur le sujet du clan Bassolé au RSP, l'accusé nie tout lien avec le général de gendarmerie. Pour lui, ce sont le général Gilbert Diendéré et le sergent-chef Roger Koussoubé qui ont préparé le coup d'État. Ce mardi, ça sera le tour du sergent-chef Roger Koussoubé de donner sa part de vérité à la barre. La capitale politique et la capitale économique du Burkina, de nouveau reliées par un vol quotidien de la compagnie Air Burkina. La reprise de la desserte de la ville de Bobo-Dioulasso à partir de Ouagadougou répond à la volonté d'Air Burkina de satisfaire sa clientèle interne. Le vol inaugural a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Oumar Zombré qui était à bord. Il est 8 heures. L'avion de la compagnie aérienne Air Burkina se pose sur le tarmac de l'aéroport de Bobo-Dioulasso après 45 minutes de vol. Il est accueilli par des jets d'eau. Il se forme alors un bel arc-en-ciel pour le plaisir des yeux des passagers. C'est un baptême pour le vol domestique inaugural en destination de Bobo-Dioulasso. Pour le directeur général de la compagnie, la desserte de la capitale économique était une promesse et elle a été tenue.
Une promesse tenue, nous l'avons annoncé lors de la semaine des transports que nous allons débuter les vols effectivement à partir du mois de janvier. Je pense que nous sommes le 21 janvier, donc la fin du mois n'est pas encore arrivée. La promesse a été tenue. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir desservir la ville de Bobo tous les jours, 7 jours sur 7, et éventuellement voir en fonction de l'évolution qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus. Peut-être doubler les vols en fin de semaine. Pour que cet objectif soit atteint, la compagnie devra compter sur l'accompagnement des clients. Et des clients, les hommes d'affaires de la ville de Bobo-Dioulasso en font partie. Pour eux, l'avion, c'est un gain en temps inestimable. La route, 5 heures, 6 heures de route, c'était devenu long. Et il y a longtemps que le monde des affaires demandait cela pour que les gens puissent aller en un jour, en 24 heures, faire leurs affaires à Ouagadougou. Et ensuite saisir les opportunités d'affaires, parce qu'il y a beaucoup de décideurs du monde qui viennent à Ouaga. Vu la qualité des vols et aussi le niveau des prix fixés aujourd'hui, je dirais que c'est un exploit. Et au retour, j'interpelle maintenant les opérateurs, l'ensemble de tous les acteurs à emprunter ces vols pour gagner en temps. Le bourgmestre de la ville se réjouit également du retour des vols sur Bobo-Dioulasso. Le coût d'un aller-retour est de 60 000 francs CFA et 35 000 pour un aller simple pour tous ceux qui veulent voler avec les talons des airs. En marge de la campagne de communication internationale du FESPACO tenue du 15 au 17 janvier à Paris et Bruxelles, la direction du FESPACO s'est entretenue avec des patrons d'institutions internationales comme l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la Cinémathèque royale de Belgique. Les échanges augurent de belles perspectives pour la Biennale du cinéma africain. Roger Kam, Fousseni Kindo. De belles perspectives pour le cinéma africain et le FESPACO. L'Organisation internationale de la francophonie, en plus des appuis financiers directs, va aider à la mise en place de programmes structurants dans le but de lutter contre les maux qui entravent le développement de nos pays africains, en particulier le Burkina Faso. La direction du FESPACO, en allant à la rencontre de la patronne de l'institution, a donc trouvé une oreille attentive. Et nous avons réfléchi ensemble sur des perspectives, notamment comment utiliser le cinéma, la culture, pour travailler à la déconstruction des idées à caractère extrémiste. Sur tous ces aspects, nous avons été entendus. Madame la secrétaire générale de l'OIF nous a confirmé qu'elle sera à Ouagadougou pour assister au lancement de la 26e édition du FESPACO. La diplomatie culturelle du FESPACO en Europe s'est poursuivie à Bruxelles, où la direction de la Biennale a pu échanger avec l'Union européenne qui apporte un appui direct au festival avec un financement de 200 millions de francs CFA, mais aussi une contribution pour la communication. La Wallonie-Bruxelles International WABI est aussi un partenaire capital pour le FESPACO. Et là, l'engagement de la WABI pour le cinquantenaire a été réaffirmé. Bonne nouvelle, le FESPACO qui célèbre son cinquantenaire pourrait compter sur la Cinémathèque royale de Belgique pour disposer de certaines archives qu'il n'aurait pas. FESPACO à 50 ans, c'est l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur le plus grand festival en Afrique, un, et deux, l'occasion de réouvrir la porte, la fenêtre sur les grands classiques du cinéma africain. Dans l'ensemble, cette campagne internationale du FESPACO en Europe augure des lendemains meilleurs pour la Biennale, mais surtout un appui franc pour la célébration du cinquantenaire qui s'annonce grandiose. Les cadres du ministère de l'Agriculture se familiarisent avec un nouvel outil d'évaluation des risques. La formation sur la cartographie des risques est organisée à leur intention depuis ce matin. L'objectif est de former des compétences pour une meilleure maîtrise et gestion des risques dans l'exécution des programmes budgétaires. Des détails avec Nong Bakouda et Abdul Rasmane Zongo. La cartographie des risques, voici un terme technique, une terminologie complexe pour les néophytes et à décortiquer, voire expliciter, en vue justement d'une meilleure appropriation en matière de programmes budgétaires
et au bénéfice de ces apprenants ici à Limoges et issus du ministère de l'Agriculture. La cartographie des risques, c'est un outil qui permet en fait de montrer comment est-ce qu'une structure qui doit conduire des programmes peut prendre en fait des dispositions pour éviter de tomber dans des erreurs. Au niveau du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, nous avons 6 programmes budgétaires. Alors, la cartographie des risques, on le fait afin que ces programmes-là puissent prendre des dispositions pour pouvoir, en fonction des activités qui sont programmées, qu'ils puissent le faire dans les règles de l'art. La mise en œuvre optimale des programmes budgétaires tient intimement à la maîtrise de la cartographie des risques qui demeure un outil efficace de gestion et de contrôle interne pour évaluer les différents risques. Les fidèles catholiques du diocèse de Diebougou ont célébré ce week-end le jubilé d'or de leur diocèse sous le thème 50 ans de grâce, régis-toi et en Jésus-Christ, lève-toi et marche. La commémoration de ce 50e anniversaire a été marquée par une messe d'action de grâce et une ordination de prêtres. Alassane Bani, Adama Sanou et Christophe Sanou. 50 bougies pour célébrer le jubilé d'or du diocèse de Diebougou. Cette célébration marque la clôture de l'année jubilaire débutée depuis octobre 2017. Elle s'est traduite par une messe d'action de grâce pour ses 50 ans de mission épiscopale. Une commémoration marquée par des prières, des chants et un vibrant hommage rendu à Monseigneur Pierre Jean-Baptiste Sommet, premier évêque du diocèse. Nous devions rendre grâce entièrement, sans retenue, pour 50 ans de merveilles, de grandes réalisations par Dieu à travers son serviteur, Monseigneur Pierre Sommet Jean-Baptiste. Voilà. Sur le plan de l'évangélisation, des valeurs spirituelles, des richesses spirituelles et sur le plan social du développement. Et nous devrions nous redonner de nouvelles lignes d'action pour les 50 années à venir. Cette messe de clôture de l'année jubilaire a vu l'ordination de 4 prêtres, 3 pour la fraternité sacerdotale une sainte du diocèse de Diebougou et 1 pour la congrégation des missionnaires d'Afrique. C'est un pas que j'ai fait dans ma vie et je rends grâce à Dieu. Pour moi, c'est une grande mission et j'ai toujours été à l'extérieur depuis le début de ma vocation. Et je retourne à l'extérieur pour témoigner de cette vie. C'est une grande chose, une grande mission, une noble mission même. Ça inspire d'abord pour l'homme une certaine peur. Parce que quand on pose la grandeur du travail qu'on doit accomplir, donc une peur, mais une joie certaine. Pendant une année, la célébration du jubilé d'or du diocèse de Diebougou a été ponctuée par des activités culturelles, sportives et des célébrations eucharistiques. Cette messe de clôture a connu la présence des délégations venues d'autres diocèses du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et de la France. Voilà un reportage signé Adama Sanou et Christophe Da. Prières, adoration, chants et danses ont également meublé le pèlerinage annuel de Daltenga qui a réuni des milliers de fidèles venus de Koupela et d'autres localités du Burkina. En plus des intentions de prière en lien avec le thème du pèlerinage, des prières ont été dites pour la paix au Burkina. Issa Kafando et Aruna Mari. Au pied de l'hôtel de Daltenga, ces fidèles chrétiens effectuent leur pèlerinage annuel. Cet instant de spiritualité est ponctué de chants de louange et d'adoration. Une communion pour raviver la foi des fidèles de l'église famille de Koupela et pour la paix au Burkina Faso. Nous rappelons que la paix, c'est l'affaire de nous tous. C'est souvent facile de s'en prendre aux dirigeants comme si à eux seuls ils pouvaient nous donner la paix. Nous leur demandons trop, c'est pas eux seuls ne peuvent pas nous donner la paix. Ils ont une position privilégiée, une grande responsabilité, mais la paix, c'est l'affaire de tout Burkinabé et de tous ceux qui vivent sur ce territoire. Dans la déclaration des évêques de Burkina, lue par l'archevêque de Koupela, l'Église condamne le récent drame de Yirgou et les attaques terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Ce pèlerinage diocésain fait la part belle à la jeunesse.
On nous a demandé d'annoncer la parole de Dieu cette année. Donc, nous comptons aussi avec les jeunes, construire et annoncer l'évangile partout où nous irons. Nous comptons aussi avec les jeunes pour un monde de paix, pour un monde de justice, pour un monde beaucoup plus fraternel. Je suis venue d'abord prier le Seigneur afin qu'il puisse faire descendre toutes ces grâces sur notre pays, le Burkina Faso. Cette journée de ferveur a permis d'intérioriser et de propager davantage la bonne nouvelle. L'archevêque Séraphin Rouamba demande aux fidèles de poursuivre la prière dans les groupes, mais aussi au sein des familles, pour que règne toujours la paix. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Rendez-vous tout à l'heure pour l'émission spéciale sur la nomination du nouveau Premier ministre avec comme invité